Nous allons enchaîner avec une autre table ronde. Merci beaucoup. Merci messieurs. On va enchaîner avec une deuxième table ronde intitulée Montagne estivale, bilan et perspective. Parce que ça ne vous a pas échappé, l'été touche à sa fin. Oui, je sais, c'est triste. Une page se tourne et l'automne pointe le bout de son nez. Mais avant de tomber dans la dépression totale, qui dit fin de saison, dit petit bilan à faire, celui de la saison estivale en montagne. Les acteurs touristiques élus et professionnels dressent le bilan et partagent leurs pistes pour répondre aux enjeux d'attractivité. Le tourisme estival de montagne est-il à la hauteur? A-t-on atteint des sommets cet été? Le rêve d'un tourisme multisaison est-il un fantasme ou un objectif? Pour en parler, j'accueille Claire Schmitter, la présidente du syndicat national des accompagnateurs en montagne, Sylvain Charlot, délégué montagne à Tout France, et Eric Charamel, guide de haute montagne et membre du syndicat national des guides de montagne, qui a son fan club. On les embrasse. Patrick! Bon Sylvain, vous avez eu un pépin peut-être. C'est Eric. Eric, vous avez eu un petit souci, non? Oui, j'ai fait trop de sport. Appuyez dessous. La montagne, c'est dangereux, donc. Oui. c'est pour ça qu'il faut prendre des guides. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre des guides. Les 3 micros fonctionnent normalement, si tout va bien. On va commencer par quelques chiffres, Sylvain. En chiffres, la montagne l'été, c'est un bilan assez surprenant. En tout cas, il y a 3 chiffres qui m'ont surpris. Dans l'étude à Tout France, baromètre montagne multisaison Focus été, le premier chiffre qui m'a soufflé, c'est que 41% des Français ont fréquenté la montagne en été. C'est plus qu'en hiver, où 30% des Français se sont rendus en montagne, 24% pour un séjour et 7% pour une excursion. Vous aussi, en faisant cette étude, vous avez été surpris par ce chiffre? Alors, ça marche? Oui, bonjour à tous et toutes. Alors, j'ai possiblement des choses qu'on peut projeter, parce que parler de chiffres, c'est pas forcément évident. Alors, c'est pas une étude à Tout France. C'est un baromètre montagne qui a été réalisé. Ah, il y a une petite zapette en haut. La petite zapette facile, vers le bas. Qui a été réalisé dans le cadre d'un vaste partenariat. Il y en a quelques-uns qui sont dans la salle. Et quand je dis vaste partenariat, c'est qu'on était une douzaine rassemblés en fait pour faire une étude sur la montagne, ce qu'on a appelé un baromètre. Donc qui dit baromètre dit on le refait chaque année. Et là, typiquement, on est en plein dedans. On est en plein dedans justement pour l'année 2 de ce baromètre, où on regarde ce qu'on a regardé déjà l'année dernière, qui était justement les séjours. Qui sont les séjournants, comment ils fréquentent la montagne, les activités, hiver et été. Et cette année, on a un module complémentaire. On avait regardé aussi comment ils imaginent la montagne de demain. Et cette année, on traite un autre module qui va être sur l'image et la perception de la montagne. Donc pour nous, ça nous paraît assez important parce que ça nécessite aussi à tous les acteurs de la montagne de savoir un petit peu comment les choses sont perçues au-delà de pratiquer. Et puis on a une ouverture aussi internationale. Là, c'était uniquement des Français. C'était un échantillon de 7300 personnes pour avoir 3000 séjournants. Alors, en ligne, j'ai bien entendu ce qu'a dit Olivier ce matin. Il y a peut-être un biais, mais globalement, assez représentatif quand même de la population française. Et donc là, on a eu une ouverture internationale avec l'Allemagne, très important, parce que dans le top 3 de la fréquentation internationale cette année. Et quand on pense hiver, l'Allemagne, c'est quand même un énorme gisement de montagnards et de skieurs. Quand on parle de gisement skieur, l'Allemagne, c'est le premier gisement de skieurs au monde après les États-Unis. Et c'est à nos portes. Et en fait, pendant des années, on les a un petit peu laissés de côté. Donc on a Allemagne, Angleterre et Pays-Bas. Voilà. Donc ça, c'est un peu le contexte. Et puis effectivement, alors non, finalement, j'ai bien appuyé sur le mauvais. Hein. Oui, c'est ça. Alors effectivement, quand on dit 41%, on a été assez surpris. Par contre, on parle d'été au sens large. Il y a printemps, été, automne, donc les périodes hors neige. À chaque fois qu'en fait la montagne est praticable, sachant que montagne-été, montagne-hiver, on n'est pas non plus sur le même périmètre. Donc c'est vrai qu'on peut comparer à l'hiver en disant 30%. Mais on le sait tous, le périmètre de la montagne l'été est beaucoup plus vaste en fait en termes d'accessibilité physique que la montagne hiver. Donc voilà, façon de relativiser,
et c'est 7300 personnes qui ont donc 3000 séjournants en montagne au cours des 3 dernières années. C'est pas forcément chaque année, même si globalement il y a quand même une forme de récurrence. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est un des premiers enseignements effectivement qu'on a et qui a son importance, parce qu'effectivement l'hiver, si on a une saison en plein, on est à 30%, quoi. Autre chiffre qui témoigne d'une réussite, en tout cas de satisfaction, c'est 96% des touristes repartent satisfaits. C'est un taux quasiment record. Et une donnée qui peut surprendre, en revanche, côté sport, on est loin de l'image du séjour centré sur la performance sportive, parce que seuls 16% des Français, même si tout est à pondérer, placent les activités sportives au cœur de leur décision. Voilà les 3 chiffres qui m'avaient le plus marqué. Alors effectivement, j'ai envie de partager autre chose aussi. Bien sûr, c'est votre étude. On a à la fois le profil des séjournants et des excursionnistes. On avait fait une synthèse visuelle où on avait scindé les deux. Et je me suis amusé finalement à faire le pendant à chaque fois. Et on se rend compte qu'il n'y a pas une grande, en fait, il n'y a pas de grand mouvement entre les deux. Là, on est au niveau des séjournants. Simplement quand même, au niveau de la fréquentation, on se rend compte que l'été, la tranche d'âge la plus élevée, 65 ans et plus, c'est 21%. C'est toujours intéressant de mettre en face en fait, la moyenne nationale. Les données INSEE, on se rend compte qu'on est un peu en dessous. Il faut savoir que l'hiver, c'est 13%. Donc la montagne l'été, puis j'ai bien entendu ce qui était dit tout à l'heure aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on recule d'1 an l'âge de la retraite, les randonneurs prennent 1 an. Mais en tout cas, ça, c'est pour ceux qui font un séjour. Et on se rend compte aussi au niveau des revenus, c'est le revenu moyen par ménage, on est sensiblement très proche à ceux de l'hiver. Donc ça aussi, c'est quand même un point qui nous a interpellés. On ne pensait pas. Par contre, quand on regarde les excursionnistes, on a une bascule, c'est-à-dire que les 3 000 € et moins en fait, sont plus représentés pour ceux qui vont à la montagne en fait, à la journée. Ça prouve une chose, ça prouve que la montagne, en fait, elle permet de s'échapper. Ce matin, j'ai entendu aussi les oppositions, les logiques un peu d'opposition, etc. Le tourisme, la montagne, les loisirs, l'outdoor, c'est fait pour se faire du bien. Voilà, du bien à la santé, du bien au corps, du bien à l'esprit. Donc je pense qu'effectivement, il faut quand même qu'on ait quand même tous ça en tête. Et effectivement, après, quand on regarde, alors je ne sais pas pourquoi c'est fichu comme ça, mais c'est pas grave, je reviendrai dessus. 16%, effectivement, ça c'est sur les déclencheurs pour les séjours, c'est pas énorme. Par contre, il y a une forme de paradoxe. Alors, pour les séjournants, on a regardé ce qui est le déclencheur. Alors, on a regardé sur les excursionnistes, en fait, les pratiques, pourquoi ils pratiquent les activités. Donc, c'est une autre approche. Mais pour déclencher un séjour, effectivement, les activités en tant que telles, c'est pas le gros déclencheur. Les principaux déclencheurs, c'est clairement, c'est le cadre, l'environnement, c'est tout ce que la montagne, en fait, nous amène. Donc, le focus activité, alors, vous allez comprendre. Du coup, je n'ai pas tout à fait la même approche que Jean Pinard ce matin en introduction. Où il disait il y a les destinations, c'est par les activités qu'on y va. Certaines destinations, oui. J'entendais, on a quelqu'un effectivement de Vallon, donc Ardèche, Eaux Vives. Effectivement, on a des destinations qui sont très marquées par rapport à une activité. Voilà, si on va dans le Pays Basque, le surf, l'été, il est tout de suite bien présent. Par contre, pour ce qui est de la montagne, ce n'est pas forcément le premier déclencheur. Là, effectivement, ça, c'est un marqueur, mais ça veut dire que c'est quand même assez intéressant de regarder... le cadre et l'environnement, la qualité d'expérience, le terroir et la découverte. D'ailleurs, le terroir et la découverte, c'est quelque chose qui revient régulièrement, presque de manière caricaturale, hein, aller découvrir les fromages et les vaches, mais ça a une vraie incidence en réalité. C'est loin d'une caricature. Là, je vous ai mis... Vous voyez, là, c'est les séjournants excursionnistes. Bon, bonnet blanc, blanc bonnet, il n'y a pas des grosses différences, en fait, entre je vais en séjour ou je viens à la journée. Par contre, effectivement, le top one, c'est le culture, l'art de vivre. Ça, c'est vraiment... Là, on n'est pas sur les déclencheurs, on est sur ce qui est pratiqué. Alors, on est dans l'expression, on pouvait on pouvait mettre plusieurs réponses. Mais ce qui ressort, c'est quand même effectivement ces éléments-là. Balade, randonnée, effectivement, ça, c'est dans les activités, elles se dégagent complètement. Comme l'hiver, ski, sport de glisse se dégage complètement des activités de neige. Et ensuite, avant les activités ludiques et sportives, on a quand même nature et bien-être. Et ça, c'est valable pour les deux. Bon, ça, c'est grosso modo, on est sensiblement... Oui, les variations sont faibles quand même. Par contre, effectivement, les variations sont assez faibles. Les variations sont proportionnelles quand je suis entre les excursionnistes et les séjournants.
forcément, si je suis en séjour, je peux pratiquer plein d'activités. Quand j'y vais à la journée, je me ressens plus sur mes activités phares. Mais on se rend compte qu'en fait, on retrouve la galaxie des activités sans forcément quelque chose qui vient se démarquer de façon flagrante. L'activité vélo, que ce soit route, VTT, elle est quand même très présente l'été, quoi. Juste avant d'interroger Claire sur ce que vous avez mené aussi comme interrogation et comme étude, Eric, des séjours plus courts, moins sportifs, mais qui amènent une forte satisfaction, ça colle à ce que vous connaissez ? Oui, alors on le retrouve chez nous. Simplement pour vous donner quand même un ordre d'idée, les guides, c'est 1700 personnes, 1700 guides, dont 60 femmes. Donc nous sommes vraiment un microcosme au milieu de l'écosystème de la montagne en été. Donc heureusement que tout le monde ne fait pas de la montagne, parce que sinon on ne pourrait pas fournir. Donc, je crois que c'est déjà un des premiers principes. L'activité chez nous, l'activité montagne fait peur. Il n'y a pas si longtemps, franchir la porte d'un bureau des guides pour aller prendre un guide pour aller quelque part, c'était un acte volontaire et pas toujours simple à prendre. Donc l'image que l'on pouvait avoir d'extrême, tout ce qui avait été mis sur les réseaux sociaux, la presse, etc., il a fallu toujours garder cette image parce que c'est notre image, c'est notre raison d'être. Et ce matin, Paul en parlait. Donc pour Pels, notre image, c'est le sommet. Donc, mais pas que. Donc, et aujourd'hui, on a vu 4% à peu près d'augmentation de fréquentation sur le Aura. Donc, ça correspond à peu près, nous, à nos activités en tant que telles. C'est-à-dire qu'on a pu suivre cette évolution. Mais comme nous sommes vraiment très petits, ça n'a pas un impact vraiment très, très important. Par contre, ce qui me paraît très intéressant, c'est la notion de saisonnalité. C'est-à-dire que pour nous, il y a 2 saisons. Il n'y a pas 4 saisons. Vous avez une saison où il y a de la neige, donc vous avez de la neige au sol qui va de novembre à juin, grosso modo, donc, et après de juin jusqu'en octobre, fin octobre, où la montagne, elle, est praticable en termes d'alpinisme en tant que telle. Donc la notion véritablement que l'on pouvait avoir de 4 saisons ou de 2 saisons, maintenant on est sur 2 saisons avec des ailes de saison qu'il faut vraiment agrandir. Donc ça, c'est vraiment un élément important et on n'y arrivera jamais tout seul. Donc, on n'y arrivera qu'avec les collectivités territoriales et socio-professionnelles qui sont sur les secteurs. Aujourd'hui, avec la FFCAM, donc, nous avons des refuges qui restent ouverts sur des périodes beaucoup plus longues. On avait un refuge qui a essayé l'année dernière d'être ouvert sur 9 mois. Bon, ça n'a pas vraiment fonctionné, mais là, il va être ouvert sur 6 mois donc, en tant que tel. Donc, ce qui permet véritablement d'avoir une activité sur une période beaucoup plus longue. La désaisonnalité aussi, c'est sur les pratiques. Aujourd'hui, faire du ski, une ouverture de station de ski, donner une date d'ouverture de station de ski, c'est très compliqué. Messieurs les gestionnaires de stations, dire on ouvre le 1er décembre ou on ouvre le 20 novembre, c'est un peu la boule de cristal. Donc, par contre, il peut y avoir beaucoup de neige au mois à la Toussaint, par exemple. Donc, on est sur des phénomènes qui sont beaucoup plus tangibles et il faut être très réactif donc, sur la possibilité. Alors, on y arrive, moi je suis tarin, donc de la Tarentaise aux Tarentaises, à travailler avec des prestataires, enfin les gens de DSP, donc la Compagnie des Alpes actuellement, pour avoir des ouvertures qui sont soit un peu anticipées, soit un petit peu retardées, ou telles que pour pouvoir bénéficier finalement de l'enneigement au moment présent, et la même chose pour les refuges. Donc, c'est de l'agilité. Alors, avoir de l'agilité, les guides, vous voyez, aujourd'hui, je suis avec une béquille, mais normalement, on est plutôt agile, donc on y arrive. Mais l'agilité sur les territoires, on y arrive avec le territoire local, c'est-à-dire au niveau communal, donc de la DSP. C'est beaucoup plus compliqué lorsqu'après, on est avec des grosses sociétés en tant que telles. Mais c'est véritablement les tendances actuelles. Donc les 4%, oui, on les suit, on les a en tant que telles. Pour faire écho à ce qui vient d'être dit, Claire, vous avez fait remonter les infos, vous, de vos 22 sections locales, 2500 accompagnateurs.
qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que les chiffres... Alors, il y a un petit... Bien sûr. petite animation, de la couleur. Ah, Voilà, un peu de vert. Un peu de vert, ça gâche rien. Donc, quand on a été interpellé pour répondre à ce bilan d'été et ses perspectives, on a envoyé à nos 2500 adhérents un questionnaire, justement pour avoir cette remontée de terrain, puisque, comme Pierre le disait, on est répartis sur 21 sections de la métropole au Drôme. Donc, on a quand même eu 250 réponses, c'est-à-dire 10% de nos adhérents. Donc, ce qui peut nous donner des résultats assez intéressants, et notamment le premier qui permet de voir que, en fait, le mois de juillet, en montagne, eh bien, on a eu beaucoup plus de demandes d'encadrement que sur le mois d'août. Comme ce qui est aussi étonnant que le chiffre précédent par rapport à la fréquentation estivale versus l'hivernale. On a aussi eu cet autre résultat qui est clairement donc l'évolution de la clientèle. Ça, de toute façon, le bilan, il est unanime. C'est plus de monde, mais aussi une clientèle différente, avec d'autres attentes, d'autres exigences, même parfois, je dirais, qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Et puis, donc la slide suivante, voilà. Donc cette question sur les effets du changement climatique sur l'activité estivale en montagne. Alors, nous, les accompagnateurs en montagne, on a toujours été 4 saisons, puisque l'hiver, on met des raquettes. Enfin, l'hiver, quand il y a de la neige, on met des raquettes, parce qu'il ne faut plus parler d'hiver, et voilà. C'est montagne enneigée, montagne non enneigée. Donc, de la raquette, on passe à la randonnée. Mais on a aussi toutes les activités autres, telles que VTT, tout ce qu'on rassemble sous l'appellation bien-être, le patrimoine, etc. La liste, vous la connaissez tous. Et donc, l'adaptation au changement climatique, il est que, en fait, on est en concurrence avec ces fameuses applications. C'est-à-dire que nous, on raisonne en termes de sécurité. On n'est pas censé seulement amener nos clients d'un point A à un point B, on est censé les amener en toute sécurité. Et que ce changement climatique induit des risques bien plus importants que ne serait-ce il y a encore 10 ans. Et que notre expérience de terrain, puisque nous sommes des professionnels qui travaillent mais qui vivent aussi dans ces territoires, eh bien, elle n'est pas remplaçable par une application. Désolée pour tous ceux qui les conçoivent, mais c'est comme ça. Il y a quand même de l'humain, heureusement, qui ne peut pas être remplacé. Et ça, on le voit bien. Vous parliez d'itinérance tout à l'heure, de cette appétence pour l'itinérance. Dans l'itinérance, il y a aussi un facteur psychologique chez les clients que toute application ne prendra jamais en charge, et qu'en revanche, l'humain, que ce soit le guide, l'accompagnateur en montagne, le moniteur, etc., enfin tous les sociopros qui engagent sur des activités à la semaine, eh bien, peuvent prendre en charge, sont formés pour les prendre en charge, tandis que les applications, eh bien, il y en a qui gère le stress, mais le stress en montagne, je ne sais pas. Voilà. Donc là, il y a encore une slide, je crois. Donc les perspectives et les attentes. Alors ça, c'est les perspectives de notre métier. Donc priorité pour améliorer l'expérience estivale en montagne. On revient à la communication à nouveau. Ouais, qui voilà, est la une communication partagée par tout le monde. Parce que dans l'écosystème montagnard, des professions sont déjà clairement identifiées depuis longtemps. Notre syndicat fête ses 45 ans cette année, donc on n'est pas très ancien dans ce paysage montagnard. Et
de ce fait, on manque un peu de visibilité, malgré le vert qu'on essaye d'afficher absolument. Mais à l'époque où Savoie-Mont-Blanc Tourisme existait, eh bien, une enquête avait été faite par eux qui disait que les gens, quand ils arrivaient en montagne, connaissaient peu, voire pas, notre profession. En revanche, une fois qu'ils étaient passés par un encadrement fait par un accompagnateur en montagne, il y avait un taux de satisfaction qui frôlait les 100%. Donc c'est très gratifiant. Ça veut dire que les humains que nous sommes représentons une vraie plus-value. Et puis, puisqu'on parle de réchauffement climatique, on est aussi ce qu'on appelle des médiateurs à l'environnement, et que toute cette sensibilisation par rapport à la faune, à la flore, au respect qui nous semble évident à nous montagnards, parce qu'on a toujours pratiqué la montagne comme ça, et bien pour ces néo-montagnards issus des villes et des espaces périurbains, eh bien, à leur décharge, ça s'apprend, on l'a appris, donc c'est à nous de leur apprendre. Hein, c'est bien évident qu'ils ne peuvent pas tout savoir sur tout. Il y a bien des domaines dans lesquels nous ne savons rien. Il faut, c'est pour ça que j'insiste sur la place capitale de l'humain dans ces perspectives de développement montagnard par rapport au réchauffement climatique, c'est que on ne peut pas absolument pas déconnecter en fait le développement de nos activités de l'humain. Voilà pour le bilan qu'on pouvait faire, chacun à sa façon. Ce que je crois déceler, c'est quand même une forme de succès pour la montagne l'été, grandissant. Chez Atout France, Sylvain, vous avez listé 3 grandes forces de la montagne estivale, si je ne dis pas de bêtises. À savoir un lieu dédié à la randonnée, à la promenade, des paysages spécifiques et une nature riche. C'est quelque chose qui se retrouve de toute façon de manière presque immuable quand on parle de la montagne. Oui, en fait, c'est le cadre qui est proposé, en fait, c'est ce qui fait sa force. Donc derrière, ça veut dire aussi qu'il faut arriver à le préserver, parce que c'est ce joyau-là. On a vu dans les déclencheurs, avant tout, c'est ça. J'aimerais rebondir aussi sur ce que vient de dire Claire, où j'avais assez peu répondu à la question tout à l'heure, sur le niveau de satisfaction. On n'est pas là pour faire de l'autosatisfecit, mais quand on a fait quand même, nous, le bilan, on s'est effectivement rendu compte que 96% en fait, des personnes qui viennent en montagne en fait, sont très satisfaits en fait, de l'accueil, de l'encadrement, etc. Donc je pense que ça aussi, ça c'est le travail en fait de tous les socioprofessionnels, des accompagnateurs, enfin, des guides, des moniteurs, des moniteurs de cycle, etc., qui sont dans l'encadrement en fait et qui amènent un vrai niveau de satisfaction vis-à-vis des clients. Donc je pense que ça, faut aussi l'avoir en tête et bien le conserver. Et il y a un autre point aussi et là, pas forcément uniquement lié aussi à toute la pédagogie sur les effets du changement climatique. J'ai été très sensible à ce qui a été dit ce matin aussi, qui était de former aussi notamment ceux qui n'ont pas forcément les codes, sortir de ce mépris effectivement qui était évoqué ce matin, mais juste d'être là en fait pour accompagner et former. Je pense que ça c'est quand même essentiel parce que derrière tout le monde en sort grandi, à la fois ceux qui forment, qui accompagnent et puis ceux qui ont visité. Et on avait posé une question aussi sur quels étaient les enjeux en fait pour eux par rapport à la montagne de demain. Et là, on a été assez surpris. Ce qui est ressorti en 1, c'est la qualité de vie des habitants permanents. Alors, par rapport au sujet de consommer la montagne qu'on a évoqué ce matin, en fait, il y a quand même un enjeu aujourd'hui qui ressort auprès des 7300 personnes qui ont été interrogées et qui est la qualité de vie de ceux qui y habitent. Et ensuite, au-delà de l'accueil, où la qualité d'accueil, c'est tout le temps demandé, ce qui arrive ensuite en 3e, 4e, 5e position à 57%, c'est tout ce qui va être respect des normes environnementales, respect de l'environnement et respect de la ressource en eau. C'est peut-être que le travail justement des accompagnateurs est bien fait en termes de sensibilisation et en termes d'accompagnement des gens qui viennent. Complètement. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un lien entre ceux qui accompagnent en fait, le public et finalement, ça a été assez intéressant de cette étude parce que par rapport aux points d'intérêt, en tout cas les interrogations sur l'avenir, voilà, ça ressort en 1 et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on avait jusqu'à présent.
Donc, même si on sait qu'il y a toujours un petit peu de schizophrénie chez l'être humain, parce qu'il a des grandes ambitions, et puis finalement, quand il faut passer à l'acte, il n'y a plus grand-chose, mais on voit là que tous ceux qui sont dans l'accompagnement humain, derrière, il y a effectivement tous ces aspects-là qu'il faut absolument bien prendre en compte, quoi. Autre clé possible du succès de la montagne l'été, Eric, c'est la diversification de l'offre, parce qu'on parle d'escalade, de via ferrata, de via cordata, de canyon. C'est forcément une méthode, une manière aussi de séduire le plus grand nombre. Tout à fait. Donc, au niveau des collectivités, on a beaucoup de collectivités qui ont des cartes de loisirs. Hein. C'est-à-dire que sur une station, vous venez une semaine et sur cette semaine, vous avez le droit, la possibilité de pratiquer 3 ou 4 activités en demi-journée. Donc, ce qui est véritablement un déclencheur. Hein. Donc, pour nous, c'est vraiment un très très bon élément parce que ça permet aux personnes lambda, hein, qui n'ont pas les codes, qui arrivent en famille ou quoi, de découvrir telle ou telle activité, le vélo, la via ferrata, les parcours accrobranche. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose pour nous qui par la suite se confirme, puisqu'on a des groupes, des familles qui reviennent sur des activités de plus longue durée d'une journée par la suite. Donc ça, c'est une des portes d'entrée que l'on a. L'autre porte d'entrée, c'est l'escalade, entre autres. Hein. Donc, avec Alain, c'est un sujet que l'on connaît bien. Au-dessus de 800 mètres, il y a à peu près 200 écoles d'escalade qui sont référencées. Donc, c'est quand même pas mal. C'est les chiffres que j'ai de la FFME, hein, Alain. C'est validé. Donc, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Sur ces 200 sites d'escalade, il y a une cinquantaine de via ferrata aussi et une dizaine de via cordata. Donc ce sont des équipements, on va dire, relativement lourds pour les via ferrata, les via cordata. Donc ça ne peut être fait que par l'intermédiaire d'une collectivité territoriale qui investit en tant que telle. Mais pour nous, c'est véritablement un enjeu. Comme on l'a précisé tout à l'heure, les gens découvrent par rapport à la carte loisir. Après, on leur propose une via ferrata sur une demi-journée et on leur propose après la via cordata sur une demi-journée aussi, et puis de l'escalade par la suite. C'est-à-dire qu'on a une progression où on se tire à un câble. Après, il n'y a plus le câble, mais il y a les queues de cochon. Et puis finalement, après, on est en solo, enfin pas en solo, mais avec une corde en technique d'escalade. Donc on a des progressions qui sont importantes. Comme le disait Alain, aujourd'hui, le transfert entre l'escalade sur résine et puis sur le rocher est relativement faible. Hein. Il y a des passages. Et on a travaillé sur des collectivités aussi où aujourd'hui on remet sur du rééquipement d'écoles d'escalade de proximité, hein, donc de vallées, de villages, donc en tant que telles, pour pouvoir permettre à des personnes qui sortent justement du mur de pouvoir pratiquer en sécurité avec des points rapprochés, etc. Enfin, donc, qu'ils puissent découvrir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, après, c'est d'équiper des grandes voies. Donc, grande voie, c'est 4 longueurs et plus. On arrive jusqu'à une dizaine de longueurs avec justement des équipements qui sont aussi très sécurisés en tant que tels. Donc, ce qui permet d'amener à l'autonomie et le travail qui est fait en ville, donc, se retrouve sur le terrain. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, vous avez c'est peut-être plus du domaine de Claire, mais bon, les guides et les accompagnateurs, on travaille au sein de compagnies, donc on travaille ensemble en fait. Hein, donc c'est sur des itinéraires qui sont aujourd'hui des itinéraires phares, hein, où l'on parle de surfréquentation. Et aujourd'hui, il y a un débat qui vient d'être ouvert il y a 2 jours avec le maire de Saint-Gervais, donc encore lui, je puis dire, sur la fréquentation du Tour du Mont-Blanc, donc où il y a plus de 1000 personnes qui passent par jour sur un tel ou tel itinéraire. Bon, voilà, c'est des réalités. Alors, on avait exactement le même problème auparavant sur l'itinéraire du Mont-Blanc, de la voie normale du Mont-Blanc, où c'était la foire d'Empoigne. Donc, et finalement,
avec beaucoup de grincements de dents, on arrive aujourd'hui à avoir 250 personnes qui font le Mont Blanc sur les 3 versants du Mont Blanc. Donc c'est quelque chose de soutenable en termes de nature, en termes d'approvisionnement en eau, en termes de ravitaillement du refuge, tel que. Donc des contraintes qui nous sont des fois imposées par un maire, peut-être un peu virulent, mais finalement qui porte quand même leurs fruits. Donc c'est une des choses importantes. L'autre aspect, Claire en a parlé, c'est sur les changements climatiques. Nous sommes bien sûr en première ligne pour les changements climatiques, parce qu'on prend les pierres sur la tête, les glaciers fondent, donc c'est véritablement un problème. Et on pourrait penser, on a eu il y a 6 ans les Assises de la montagne, où le directeur de Météo France est venu sur une table ronde et nous a dit, écoutez, faites table rase de votre passé, ce que vous avez connu, la belle neige au mois de décembre, les belles conditions au mois de juillet, c'est fini. Oubliez. Maintenant, il va falloir vous débrouiller avec les conditions actuelles et comment est-ce que vous allez pouvoir vous adapter le mieux possible. Donc c'est une douche froide quand même, quand vous avez 300 guides qui sont là et on vous dit, c'est fini. Peut-être que tu l'auras une fois dans la saison, ta belle neige, peut-être 2 fois, mais tel que. Donc, comment est-ce que l'on réagit, qu'est-ce que l'on fait? Donc, c'est l'adaptation en tant que telle. Et l'autre volet que l'on a au niveau du syndicat des guides aujourd'hui, c'est d'être des vigies sur la haute altitude. Donc, sur le terrain, donc, puisqu'on est en permanence sur le terrain, pour pouvoir passer des signaux d'alerte, voir un bruit faible qui peut devenir un bruit fort par la suite. Un des exemples flagrants, il y a Freddy qui est dans la salle, c'est entre autres sur la Bérarde. Lorsqu'il y a eu le problème de la Bérarde, les guides étaient passés 2 ou 3 jours avant, on dit le lac est énorme. Donc voilà. Donc c'est des choses sur où aujourd'hui on a véritablement concrétiser au niveau donc, du syndicat et des pouvoirs publics ce rôle de vigie de la montagne. Et même chose sur l'hiver avec la nivologie, où là on fait des relevés nivologiques dans des zones non sécurisées, c'est-à-dire les services des pistes travaille sur le domaine, mais nous, ça va plus loin, ça va sur des phases qui ne sont pas skiées, etc. Donc, où là, on a un partenariat avec une convention signée avec Météo France, par contre, qui n'est pas financée. Donc, si jamais il y a des donateurs qui veulent bien venir, voilà. Résultat, on est arrivé quand même à baisser l'accidentologie, entre autres, sur la neige, d'une façon relativement importante ces 3 dernières années. Alors c'est bien sûr, il y a X facteurs, mais la connaissance du milieu est vraiment très importante et les remontées que l'on peut faire sont très importantes. Je me permets de reprendre la main, Eric, notamment pour recentrer le débat autour de la montagne estivale. Claire, j'imagine que les séjours fraîcheur, le retour à la nature, le bien-être font partie des leviers que vous avez identifiés pour les séjournants. Est-ce que vous avez ce contact-là avec les clients potentiels? Ils viennent pour ça au final? Bah oui, il fait chaud en bas, ils montent. Merci Claire. C'est aussi simple que ça. Et ça on est nombreux à le constater. Les lacs de montagne, qui soient grands comme Aiguebelette, Annecy, le Bourget, ou les petits lacs d'altitude, sont vraiment des points d'attraction majeurs et représentent effectivement maintenant des zones de surtourisme. Donc je ne sais pas à l'avenir comment on réussira à juguler cet afflux, parce que il y a hélas des photos, de tristes photos qui circulent. C'est aussi l'effet des réseaux sociaux. C'est l'effet de ces émissions télé qui sont très belles au demeurant, mais qui vantent tellement bien certains petits coins que seuls les locaux connaissaient. Que maintenant, voilà, il faut le partager, mais le partager sans limite, c'est pas possible en fait. Il y a 1000 personnes mangeront jamais un morceau sur un reblochon. Excusez-moi, je suis des Aravis, alors je prends les références que je connais bien. Alors il faut un très gros reblochon ou des toutes petites parts, quoi. C'est ça le problème. Voilà, c'est très anecdotique, mais voilà, c'est pas possible. Donc ça, il faut s'en rendre compte. D'où toute cette
réflexion autour du lissage d'un tourisme sur l'année, alors que c'est sûr, on ne va pas faire la même chose en été qu'en hiver, qu'au printemps, qu'à l'automne. Cependant, tous ceux qui vivent à la montagne savent très bien que la montagne, elle est magnifique toute l'année, et que le problème du tourisme hivernal, qui pour autant ne se reporte pas sur l'estival, c'est son prix. Justement, on va y revenir dans quelques secondes, là, parce qu'il y a les freins au développement, évidemment. On parle des succès, on parle de ce qui marche, mais je crois, Sylvain, que dans l'étude, le prix reste le principal frein qui est cité, avec 37% devant la distance et l'accessibilité, et enfin une offre d'activité perçue comme restreinte, où 15% de ceux qui se sont exprimés ont estimé qu'il n'y avait pas assez d'activité. On est d'accord que le prix reste le frein principal. Non, mais... Quasi, mais juste un mot. Bien sûr. C'est que justement le delta il est trop important entre le tourisme hivernal et le tourisme estival. Et que si on veut lisser, y compris les usages et les modes de vie pour les locaux, pour ce qu'on appelle encore les saisonniers, eh bien, il faut réduire ce delta. Il y a quand même beaucoup de sociopros de l'hiver qui travaillent 4 mois de l'année et pas le reste de l'année. Il faudrait les encourager à faire un peu plus. Disons qu'il faudrait les encourager à ce qu'ils fassent du chiffre d'affaires le même, mais plus sur l'année. Alors, ok, il y a une logistique derrière qui est certainement pas simple à mettre en place, mais quand je vois que j'ai des clients l'hiver qui viennent en avion, pas de l'étranger, juste de la France, mais parce qu'ils viennent sur 3 jours, parce que l'avion étant tellement peu cher que c'est facile de le prendre. En revanche, passer une semaine en montagne avec tous les frais que ça comporte, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ils prennent l'avion pour venir 3 jours, ça pose question. Bien sûr, et ce sont des usages et des pratiques qu'on condamnera de plus en plus. Je reviens sur ma question, sur le principal frein qui a été cité au cours du baromètre. 37%, c'est le prix. Mais ce que vous m'avez expliqué au téléphone, Sylvain, c'est que en fait, c'est toujours le prix le problème, donc quelle que soit l'étude. Je vais répondre à la question. Oui. Mais avant, je vais réagir aussi. Comme disait Eric, heureusement que tout le monde ne va pas en montagne. Heureusement, il y a 70% des Français qui font sur le littoral l'été. Ça, voilà, on n'y coupera pas. Et puis après, c'est vrai qu'il y a un phénomène réseaux sociaux, de mise en avant de certaines destinations, mais il y a un autre paramètre réseaux sociaux, c'est d'amplifier aussi un épiphénomène. Ça a été énormément relayé, ce qui s'est passé sur le lac de la Muselle, mais conjonction quand même de grosses canicules en pleine, un 15 août qui tombe un lundi, etc. Donc il y avait effectivement pas mal de facteurs convergents qui ont fait que pour en arriver là. qui ont fait qu'on s'est retrouvé effectivement à des endroits précis avec des surfréquentations. C'est 65% le remplissage l'été en fait pour ce qui est instrumenté. Et quand on dit remplissage, c'est l'hébergement touristique, marchand, suivi. Donc il y a aussi tout le reste, donc ça ne fait pas tant que ça. Et le pic, c'était la semaine du 9 au 15 août, bizarrement aussi. Voilà, donc maintenant je réponds à la question, mais effectivement, c'est important, je voulais quand même souligner ça. Alors effectivement, le prix, 37%, c'est ce qui arrive comme le premier frein, que ce soit pour les séjournants ou les excursionnistes. On a envie de le relativiser parce que ce que nous disait Harris Interactive, qui était le prestataire, ils font aussi des études, y compris pour le marché de l'automobile, etc. Et ce qui ressort en dans toutes les études, dans toutes les enquêtes, qu'elles soient commerciales ou autres, c'est le prix. Donc dans un contexte en fait de problématiques, de pouvoir d'achat, de tension, etc., voilà, ça arrive. Et 37%, c'était considéré comme étant dans la norme. Donc est-ce qu'on peut dire que la montagne, l'été, se démarque du reste, de tout le reste, peut-être pas forcément. Par contre, il y a d'autres indicateurs effectivement qui étaient intéressants. Bizarrement, c'était la mobilité, une fois qu'on était sur un site. L'été, alors sachant que tous les cols sont ouverts, ça paraît presque plus évident que l'hiver. Mais ça, effectivement, ça c'est un point qui ressortait. Et puis il y avait aussi le manque d'activité, la peur de l'ennui. Bon, ça c'était pour une quinzaine de pourcents, je crois. Ce qui nous a, et puis il y avait aussi le fait que c'était pas forcément en adéquation en fait avec les attentes de l'entourage. Et ce qui nous a marqué, par contre, c'est ce qui ressortait plus au niveau des excursionnistes, c'était le manque de matériel à 29%, 30%. Donc pour un tiers, en fait, c'est bloquant. La montagne, elle est bloquante pour des problèmes en fait de matériel. Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai que quand
quand on regarde certaines activités qui nécessitent parfois un titre de transport, plus une location de matériel, plus ci, plus ça peut être bloquant. La rando coûte pas cher. Marche nordique, on se rend compte que ça monte aussi, que vous encadrez aussi. Et marche nordique, une paire de bâtons, on peut en trouver pour pas très cher. Et dans tous les cas, il faut des chaussures. Et c'est pour ça que la randonnée, en fait, c'est l'incontournable, puisque c'est la grande part, en fait, c'est l'activité numéro 1 qui est pratiquée. Elle est accessible par tout le monde, moyennant quelques précautions de sécurité quand même. Mais je reviens quand même sur ces équipements. Et c'est vrai que finalement, quand on est en montagne, assez rapidement, les activités, elles nécessitent de l'équipement. Possiblement aussi de l'encadrement. Donc ça pose quand même cette question, même si ce qu'on constate au niveau professionnel, vous louez par exemple un VTT, vous avez souvent en fait le fléchage. Là-bas, il y a un tel, il est moniteur, il peut vous encadrer, pensez-y, c'est pas si évident que ça, etc. Mais voilà, ça c'est quand même un point où on se dit, si on arrivait à trouver en fait un petit déblocage par rapport à ce frein de l'équipement, peut-être qu'on pourrait rendre les choses peut-être plus accessibles, sachant que là, qui dit équipement, dit aménagement. Qui dit aménagement dit aussi montagne aménagée, maîtrisée, accompagnée, quoi. Mais il y a quand même de plus en plus de matériel, même le plus simple, une paire de chaussures de randonnée. Je vois l'hiver les chaussures de raquettes, ça se loue. Donc ça, c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Alors ça se loue, et après il y a aussi un point, quand on dit le prix, n'oubliez pas une chose, c'est que le premier poste de dépense hiver comme été, c'est l'hébergement. Ah, je pensais que c'était la nourriture. Non, c'est l'hébergement. Non, c'est que pour moi. C'est l'hébergement. Donc après, derrière, effectivement, il y a toutes les activités, etc. On pense souvent, quand on dit le prix, etc., oui, mais... et après, l'hébergement, moi j'aime bien l'été mettre en relatif le coût d'un hébergement en montagne par rapport au coût d'un hébergement, je ne dirais pas quelle typologie d'hébergement, mais sur le littoral. Voilà. Il nous reste 3 minutes ensemble, Eric, je vous laisse le mot de la fin. Ah bon, le mot de la oui, fin. ça va très très vite. D'accord. Donc sur l'équipement et sur les prix, il y a quand même des efforts qui sont faits au niveau des collectivités, entre autres pour la Savoie, donc où il y a des centres qui sont aujourd'hui réaménagés et qui sont à des prix de nuitée vraiment très 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 corrects, avec des encadrements. Nous, au niveau du syndicat des guides, aujourd'hui, on encourage les membres donc à fournir tout le matériel pour les activités. C'est-à-dire que quand vous arrivez, par exemple pour la Grande Motte, l'ascension de la Grande Motte, vous arrivez en basket et on vous équipe des pieds à la tête. C'est-à-dire qu'en passant par les gants, les crampons, etc. Donc ça, c'est compris dans le prix. Donc pour avoir une notion plus de tout compris. Donc après, on rentre dans un autre domaine, celui du tout compris, donc avec Atout France. Mais voilà, donc c'est un autre sujet. Ouais, pour l'avenir, moi je pense qu'on a la chance de vivre dans des lieux magiques. Donc, nous en sommes tous convaincus, parce que ceux qui sont autour de la salle, dans la salle. Et ces lieux magiques sont les lieux de demain. On n'a qu'à voir les grands investisseurs actuellement qui investissent sur des constructions vraiment très importantes comme le Club Med, comme la Compagnie des Alpes qui reprend un tas de prestataires aujourd'hui. Donc la montagne de demain sera viable et vivable, alors qu'ailleurs ce sera beaucoup plus compliqué. Donc moi je suis très positif par rapport à la montagne. Par contre, ce ne sera pas la montagne qu'on a connue hier, ce sera la montagne de demain, mais qui restera encore bien mieux que la vie ailleurs demain. Le mot de la fin, ce sera peut-être celui pour Claire, parce que du 13 au 16 novembre, le SNAM fête ses 45 ans. C'est un joli anniversaire. Et une chose m'a frappé, c'est sur le site, un de vos slogans, c'est « Ensemble, construisons la profession de demain en mode hors neige ». J'imagine que ce questionnement-là sera au centre des sujets qui seront abordés autour du congrès du SNAM du 13 au 16. Absolument, d'autant que chaque année, c'est une autre section de nos 21 sections qui organise le congrès. Cette année, ça a lieu dans les Cévennes.
donc on ne peut pas dire que ça soit un massif très fourni en neige. Donc il y a quand même des massifs comme les Vosges, le Massif central, le Jura, qui connaissent de plus en plus des enneigements aléatoires. Donc ça fait longtemps qu'ils se sont diversifiés, même si dans notre ADN, on a le canyon, le VTT, le bien-être, l'itinérance, etc. Donc c'est pas une remise en question, c'est simplement qu'on va utiliser d'autres cartes qu'on avait déjà. Et ça n'empêche pas que les professionnels de ces massifs-là soient inquiets parce qu'on a besoin d'un vrai message politique autour de cette montagne fréquentable. Parce que la phrase qu'on entend partout depuis quelques années dans les réunions sur les événements comme celui-là par exemple, c'est une montagne préservée et habitée. Seulement avant le Covid, on se préoccupait peu justement du maintien de ces populations, des populations territoriales sur leur territoire, d'accord, et que s'il n'y a pas une vraie volonté politique affichée et mise en œuvre, parce qu'afficher c'est une chose, mise en œuvre c'est encore un autre exercice, eh bien on n'y arrivera pas. Et puis j'ajouterais qu'il faut aussi une collégialité clairement mise en œuvre également entre les socioprofessionnels de la montagne. J'entendais seul on n'y arrivera pas. Non, aucune profession seule n'y arrivera. Il faut que ça soit effectivement nous, les gens de terrain comme les guides, les moniteurs, les accompagnateurs, mais également les hébergeurs, les remontées mécaniques, etc., qui affichons une posture commune sur ce qu'on veut de la montagne de demain. Enfin, de la montagne de demain, qui est d'ailleurs celle d'aujourd'hui, parce qu'à force de dire demain nous rattrape. Vite, ouais. Demain, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Donc convaincu que le SNAM, c'est effectivement 2500 adhérents ensemble, et la montagne, c'est tous les sociopros ensemble aussi. Claire Schmitter, Sylvain Charlot, Eric Charamel, merci pour cette table ronde. On aura des tas de questions à vous poser. J'imagine que dans quelques minutes, vous serez encore disponible pour les personnes présentes dans la salle.